Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire, aujourd'hui, l'un des moments forts du Festival de Berlin, la projection en Allemagne de Monument Men, le film de George Clooney consacré à l'art volé par les nazis. Le film a fait parler de lui évidemment. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de l'écrivain Avirama Golan. Elle vient de publier un très beau roman titré « Femmes étrangères », le parcours croisé de deux femmes, deux nouvelles immigrantes en Israël, l'une avocate aisée juive, l'autre femme de ménage chrétienne ukrainienne. Et puis parce qu'il y a 50 ans, les Beatles donnaient leur premier concert aux États-Unis, nous verrons comment leur répertoire est revisité, rumba, samba, reggae et même lyrique. Cette semaine, l'Israeli Opera a rendu son hommage particulier au Fabulous Four. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité à i24 News. Avant cela, voici les news et la Fashion Week qui fait les beaux jours des podiums à New York. Il semble qu'un vent de pureté souffle dans l'air. Est-ce l'influence du succès du film Gravity? Est-ce une irrépressible envie de netteté dans un monde de confusion? Les modèles présentés ont tous en point commun la simplicité. Le défilé d'Alexander Wang que nous sommes en train de voir a montré des créatures presque sorties de l'espace. Alexander Wang présentait sa propre collection au fin fond de Brooklyn. Il est par ailleurs le designer de la marque française Balenciaga. Vous le voyez, ces créatures pour l'hiver prochain sont structurées mais cool. Cuissardes, gros pulls ou blousons, ça marche. Même envie d'épure et de structure du côté de Victoria Beckham, toujours à la Fashion Week. Victoria Beckham qui n'a pas voulu montrer les vidéos de son défilé, seulement des images fixes. On s'en contentera. Là aussi, des couleurs et des lignes bien organisées, du noir bien sûr, du blanc évidemment, du noir et du blanc, du rouge aussi, des lignes simples, strictes, très working girl de la 5e avenue. Pas tellement d'excès chez les Beckham, pour lesquels les défilés de mode de Victoria, ça se passe en famille. David est au moins fidèle au travail de sa femme. Il est toujours au premier rang avec cette petite Harper. On notera que pour le coup, Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain, a enlevé ses lunettes et on la comprend. Autre temps fort de cette Fashion Week à New York, l'anniversaire de la marque Diane von Furstenberg. Il y a 40 ans, la créatrice a inventé une robe qui a fait son succès et sa notoriété. Une robe nouée sur le côté, simple à enfiler et surtout très facile à ôter. Une robe qu'on appelle la wrap dress, maintes fois copiée, chic, nette, élégante. La wrap dress de Diane von Furstenberg a donc fait l'objet d'un hommage particulier pour l'hiver prochain et le public a adoré. Direction Berlin maintenant avec le 64e festival du film. La projection de The Monument Men y a eu une résonance particulière. En plein débat sur la restitution des œuvres d'art volées par les nazis, le film réalisé par George Clooney a fait sensation. Monument Men est inspiré d'un livre, il est sorti en 2009, il a été écrit par Robert Hetzel. Une vraie chasse au trésor, celle des envoyés spéciaux de Roosevelt chargés d'identifier et de récupérer les œuvres d'art. C'est le récit de Sandy Fortis. George Clooney et ses Monument Men ont enflammé la 64e Berlinale. Projeté en avant-première au Festival du film de Berlin, le film sur les vols d'œuvres d'art par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale a une résonance particulière en Allemagne. La spoliation des Juifs est un sujet délicat dans le pays depuis la fin de la guerre, d'autant que le sujet a largement été traité récemment dans l'actualité avec la découverte de plus de 1400 œuvres d'art dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, fils d'un marchand d'art qui avait largement profité des spoliations opérées par les nazis. Dans The Monument Men, 7 hommes, conservateurs de musées, historiens et spécialistes, sont envoyés en Allemagne par le président Roosevelt pour récupérer des chefs-d'œuvre volés par les nazis. Leur objectif, les sauver d'une destruction certaine, mais aussi, à terme, les rendre à leurs propriétaires. Un thème peu ordinaire qui a tout de suite séduit ses participants. Ce n'est pas facile d'aller voir Fox ou Sony et de dire « Écoutez, on veut faire un film sur l'art, un film d'époque sur l'art ». Ça ne sonne pas très intéressant, vous voyez. Mais celle-ci a semblé très intéressante, c'est pour ça que nous l'avons fait. C'est très amusant, c'est un mix entre un film de braquage et un film de guerre, comme ceux qu'il faisait dans les années 60, comme Kelly Zero ou Les 12 salopards. C'est très marrant et le message est magnifique sur le rôle de l'art dans notre vie à tous et ce que ça vaut pour nous tous. La sortie, originellement prévue en décembre aux États-Unis, a finalement été repoussée à février, à la veille de son avant-première à la Berlinale. Un timing parfait, puisqu'on a vu, il y a quelques jours à peine, un nouveau rebondissement dans l'affaire Gurlitt.
Ce dernier, qui refusait jusqu'ici de rendre la moindre toile, a annoncé que certains tableaux seraient restitués aux héritiers de collectionneurs spoliés, une fin qui colle bien avec la morale du film. Je ne pense pas que le but était de faire un film patriotique, vous voyez, mais plutôt de parler d'un groupe unique de personnes qui ont fait quelque chose pour la première fois dans l'histoire de la guerre. Que le vainqueur ne garde pas le butin, vous savez, ils l'ont rendu. Et dans le casting de Monument Men, vous l'avez vu, on trouve une brochette d'acteurs qu'on aime. Évidemment, George Clooney, vous avez vu Matt Damon, il y avait Bill Murray, l'acteur français Jean Dujardin, et la jolie Cate Blanchett. Nous allons maintenant sortir du studio. Nous vous proposons une sunny interview, une interview sous le soleil. La lumière, ça fait du bien quand la météo n'est pas bonne. Nous allons partir rejoindre l'écrivain Avirama Golan. Elle vient de sortir un magnifique livre titré « Femmes étrangères ». Nous allons la rejoindre sur le port de Jaffa, en Israël. Dans le roman qu'elle vient d'écrire, elle raconte le parcours de deux immigrés en Israël, une Ukrainienne chrétienne et une Juive d'origine marocaine. L'occasion pour l'écrivain de remettre le point sur certaines idées reçues sur cette communauté émigrée en Israël, les Marocains qui par le passé n'ont pas eu bonne presse. On nous a raconté toujours dans les années 60, dans les années 70, que les meilleurs de cette communauté sont partis en France et que les plus pauvres, les mal éduqués, etc., sont venus ici. Ce qui était tout à fait faux, ce qui était vraiment malin de le dire. Et j'ai rencontré les familles de ceux qui habitent ici, Sderot, Netivot, etc., qui sont venus ici dans les années 50, tout à fait sionistes, tout à fait ravis d'aller à cet État qui était si jeune et qui avait subi des problèmes énormes ici par l'élite ashkénaze. Alors pour moi, c'était on dit en hébreu tikkun. Et il fallait que je me corrige ces impressions. Et je l'ai fait, j'espère bien que je l'ai fait. Avirama, est-ce que le fait de s'intéresser à deux femmes, le portrait croisé de deux femmes, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez vous? J'en ai deux et il reste la question si la femme étrangère est vraiment l'étrangère ici, c'est-à-dire dans une manière plus profonde, plus philosophique. Reste la question si l'étrangère c'est la femme qui est venue de l'Ukraine pour travailler ici comme travailleuse clandestine, ou bien la femme bien installée ici, l'israélienne, dont les parents sont venus de la Tunisie, qui parlait français chez elle, à la maison, et qui se sent très israélienne, très à l'aise ici. Mais... Dans votre livre, Une femme étrangère, ce que ça raconte sur l'immigration, est-ce que c'est une façon pour vous de dire qu'Israël offre dans le fond deux visages à ces vagues d'immigrés, à ces vagues de gens qui veulent essayer de réussir en Israël? On dit toujours que c'est un pays d'immigrés ou d'immigrants. C'est vrai, c'est faux, parce qu'il y a une grande différence entre les Juifs qui viennent ici, qui deviennent immédiatement citoyens, et les autres qui restent toujours à l'ombre. Il y a l'Ukrainienne qui est tout à fait chrétienne, qui vient de là, qui veut d'ailleurs devenir une Israélienne qui ne le peut pas. Et l'autre qui est tout à fait juive, une juive du Maghreb, qui est devenue israélienne tout de suite, le moment où elle est venue ici. Avirama, on connaît vos positions engagées, très marquées à gauche sur la carte politique israélienne. Est-ce que c'est une façon pour vous de dénoncer, de pointer des failles du système d'immigration en Israël que d'autres personnes, peut-être plus à droite, pourraient considérer comme exceptionnelles, car c'est un pays qui absorbe des vagues d'immigrés? C'est vrai que je suis gauchiste, mais je suis tout à fait sioniste. Je suis très dévouée à l'idée de sioniste. Et je me demande, je demande ici, toutes les questions qui se lèvent maintenant, vraiment à propos des immigrés, des immigrants, des grandes questions du sionisme, après 64 ans, après le commencement de cette idée magnifique de l'État israélien. Merci Avirama Golan. Merci à vous.
Voilà, retour au studio. Vous êtes dans le Culture Mag, vous restez avec nous. À l'occasion du premier concert des Beatles aux États-Unis, nous allons voir comment aujourd'hui on peut les chanter, mais en mode lyrique. Et avant cela, eh bien, ce sont les highlights, l'agenda des expositions signées par la rédaction. C'est non loin de Sapporo, dans le nord du Japon, que se déroule la 65e édition du Festival de la Neige. Plus de 200 sculptures faites de neige et de glace sont exposées pour le plus grand bonheur des skieurs, adultes et enfants. Cette année, ce sont plus de 2 millions de passionnés de poudreuse qui sont attendus sur l'île d'Hokkaido pour admirer ces sculptures. Des sculptures qui ont pour point commun le thème olympique à l'occasion de l'ouverture des Jeux d'hiver de Sochi, jusqu'au 11 février. Michael Gitlin, un sculpteur dont la carrière remonte aux années 70 à New York. Considéré comme un poste minimaliste, il utilise de nombreux matériaux, bois, papier, fil de fer, laine d'acier. Retrouvez 16 de ses créations au musée d'art de Petah Tikva en périphérie de Tel Aviv. Oscillant entre 2 et 3 dimensions, cette exposition effectue un constant va-et-vient entre passé et présent. Une tentative de dépasser le matériel et de se rapprocher du spirituel. Jusqu'au 26 avril. Au Docklands Museum of London, une exposition sur la London Frost Fair, un événement unique qui se déroule lorsque la Tamise gèle complètement et se transforme en carnaval et marché de rue. Cette exposition dépeint les précédentes Frost Fairs grâce à l'art. Peintures et gravures des XVIIe et XVIIIe siècles. Puisque la Tamise n'a pas gelé depuis la fin du XIXe siècle, si vous voulez vous faire une idée de l'atmosphère, il vous suffit de vous rendre au Docklands Museum jusqu'au 30 mars. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, les Beatles se produisaient pour la première fois aux États-Unis, début évidemment d'une Beatles-mania planétaire. Alors aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Eh bien tout, bien sûr. On a vu au dernier Grammy Award Paul McCartney et Ringo Starr à nouveau ensemble, et les fans que nous sommes étaient très très heureux. Alors on ne compte pas les hommages aux Fabulous Four. Celui qu'a trouvé notre reporter David Gombin est particulièrement savoureux. Voici son reportage. Quand on aime, on ne compte pas. C'est bien simple, en 50 ans, les Beatles ont été réinterprétés, remixés, rejoués dans tous les genres possibles, dans tous les styles, même les plus inimaginables. Les Beatles en reggae. C'était en 1994, le célèbre label anglais Trojan sortait un coffret de 3 CD réunissant la crème des Rastaman. Et ça avait marché. Quelques années plus tard, Tito Puente, Celia Cruz et bien d'autres, les meilleurs chanteurs latinos se réunissaient pour donner un rythme caribéen aux chansons des Fab Fours. Tout a été fait en musique, tout presque. Cette semaine à Tel Aviv, c'est l'Opéra d'Israël qui a rendu un hommage à sa manière aux Fab Four. La célèbre formation a repris en mode lyrique leurs meilleurs tubes et s'est déplacée pour l'occasion dans un bar plutôt cool dans la banlieue de Tel Aviv. Pour David Zeba, chef d'orchestre et pianiste, les Beatles, c'est un passage obligé. Je pense qu'il n'y a presque aucun chanteur ou musicien qui n'ait choisi les Beatles à un moment donné de sa carrière. Les Beatles, à mon avis, c'est le Mozart de la pop. À mon avis, ce concert a été conçu sur mesure pour moi. Je suis devenue chanteuse d'opéra, mais j'ai commencé avec les Beatles. C'était mon groupe préféré. C'est en chantant les Beatles que j'ai commencé à jouer de la guitare. Tout de même, des chanteurs d'opéra qui reprennent Hey Jude ou encore Penny Lane, ce n'est pas conventionnel. Comme vous le voyez, les chanteurs d'opéra aiment faire d'autres choses que de hurler en italien. Lorsque nous nous sommes répartis les chansons entre nous, cela a donné lieu à une bataille impitoyable, car chacun porte les Beatles dans son cœur. Les Beatles, c'est inusable. En famille, entre amis, les tubes, même en mode opéra, ça parle à tout le monde. C'est vraiment une bonne idée de rassembler les fans des Beatles et les amateurs d'opéra. C'est un mélange sympathique. J'ai découvert quelque chose de nouveau chez les Beatles. Même sur un air d'opéra, c'est excellent. On compte 1001 reprises des Beatles, mais sans aucun doute, la meilleure version, ça reste les Beatles. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure. Tout de suite après, l'info continue. Si vous avez envie d'entendre l'opéra, on va se quitter en musique avec un ténor. Il s'appelle Nimrod Grimbaum. C'est un ténor et il chante pour nous Yesterday. Yesterday
and leave.